Ellen Johnson était une mère célibataire dont les enfants étaient déjà grands. Elle habitait alors seule dans un appartement mais traversait une période assez compliquée de sa vie. À 41 ans, elle se battait contre la dépression mais également contre l'alcoolisme et faisait tout ce qu'elle pouvait pour aller mieux. Malheureusement, un beau jour de l'année 1990, sa fille va retrouver son appartement complètement vide. Ellen avait disparu. Par contre, elle avait laissé derrière elle un tas d'indices étranges qui rendront cette affaire très mystérieuse. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Ellen Johnson, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire qui est assez vieille, elle date des années 90, elle n'est toujours pas résolue aujourd'hui, mais vous allez voir, elle est vraiment étrange. C'est une affaire qui est bizarre du début à la fin, il y a comme rien qui va et ça a laissé la famille, les enquêteurs et le public dans le plus grand questionnement. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram. Si vous voulez suivre un petit peu ma vie au quotidien, si vous voulez qu'on discute, vraiment, allez-y. À présent, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette affaire. Ellen Bainbridge Johnson est née le 14 février 1949 aux États-Unis et a grandi dans la ville de Parma, dans l'état de l'Ohio. En 1990, elle avait alors 41 ans, elle était divorcée et était maman de 2 enfants qui étaient déjà grands et qui ne vivaient plus chez elle. À ce moment-là, Ellen vivait alors seule dans un complexe appelé Kimberly Park Apartments dans la ville de Parma. Elle travaillait au Manufacturing Technology Center, qui était une école qui se situait à Cleveland, c'est-à-dire à une quinzaine de minutes en voiture de chez elle. Pour vous parler un petit peu plus d'Ellen, on la décrivait comme une personne très artistique mais aussi très bien organisée. Sa fille, Jodie, dira d'ailleurs d'elle: elle était belle, elle aimait sortir, s'amuser et aller danser. Elle était très intelligente et talentueuse. Malheureusement, à 41 ans, Ellen traversait aussi une période sombre de sa vie. Elle luttait à ce moment-là contre la dépression, mais également contre l'alcoolisme. Mais voilà, au mois d'octobre de cette année-là, il va y avoir un petit espoir, une petite lumière dans la vie d'Ellen, vu qu'elle va rencontrer un homme du nom de Brian Sachs. Alors je vous le dis d'ores et déjà, on n'a pas beaucoup de détails sur Brian, on n'a même pas de photos, mais en tout cas, on sait qu'Ellen en était tombée très fortement amoureuse et donc au milieu de sa dépression, Brian a été pour elle une vraie source de joie et de bonheur. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que tout a été extrêmement vite entre deux. À présent, on va se plonger dans la soirée du 22 novembre 1990 et ce soir-là était en fait le soir de Thanksgiving. Ellen avait alors invité sa fille Jodie à venir manger à la maison, mais malheureusement, eh bien, ce repas va très mal se passer puisque Jodie et Ellen vont avoir une très grosse dispute. Déjà, la tension était montée lorsque Jodie avait constaté que sa mère buvait de l'alcool alors que, paraît-il, elle lui avait dit qu'elle avait arrêté. Mais ce n'est pas tout puisque lors de ce repas, Ellen a également annoncé à sa fille qu'elle comptait épouser Brian et que le mariage était prévu pour le mois de février. C'était très précipité, les deux ne se connaissaient que depuis moins d'un mois et surtout, Jodie n'avait encore jamais rencontré Brian. Donc là, on se met un petit peu à la place de Jodie, sa maman ne va pas bien, elle fait une dépression, elle rencontre un homme, elle veut se marier. Évidemment qu'elle s'inquiète et évidemment qu'elle lui dit que tout va trop vite, surtout que Jodie n'avait encore jamais rencontré Brian. Donc lors de ce repas, Jodie a demandé à sa maman si au moins elle pouvait rencontrer Brian. Et à ce moment-là, Ellen lui a répondu que non, ça ne servait à rien, car elle savait qu'elle n'allait pas l'aimer. On peut se demander pourquoi Jodie n'aurait pas fortement apprécié le petit ami de sa maman. Dans tous les cas, Ellen n'avait pas vraiment donné plus de détails à sa fille, elle a juste dit « ça sert à rien que tu le rencontres, tu ne l'aimeras pas ». Bon, là vous pouvez l'imaginer, mais la situation entre Jodie et Ellen était donc très tendue, et au final, Jodie a quitté la maison fâchée. Malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'après ça, eh bien, elle ne reverrait jamais sa mère en vie. Passons alors à la journée du jeudi 29 novembre 1990, donc c'est quelques jours plus tard.
Ce jour-là, Hélène s'était rendue à son travail pour y récupérer son chèque de paye. Une fois sur place, Hélène avait parlé à l'une de ses collègues et clairement, la discussion va totalement bouleverser sa collègue. Hélène avait en fait simplement lâché que si personne n'avait de ses nouvelles dans les prochains jours, ça voudrait sans aucun doute dire qu'elle était morte. Évidemment, sa collègue a essayé d'avoir des explications, mais Hélène n'a tout simplement rien dit de plus par rapport à ça et elle était ensuite partie. Les jours qui ont suivi, la collègue d'Hélène avait bien évidemment repensé à cette phrase et avait finalement pris la décision d'appeler Jody, donc la fille d'Hélène, quelques jours plus tard. Pour être plus précise, elle l'a appelée le lundi 3 décembre. Et justement ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jody, elle fêtait ses 21 ans. Lorsque Jody a eu la collègue de sa mère au téléphone, elle va apprendre ce que sa maman avait dit, déjà ça c'était assez étrange, mais surtout elle va réaliser que depuis ce jour-là, effectivement, personne n'avait eu de nouvelles d'Hélène. C'était vraiment une situation troublante et dès que Jody a raccroché, elle s'était alors précipitée à l'appartement de sa mère en espérant la retrouver là-bas saine et sauve. Une fois arrivée au complexe d'appartements où Hélène vivait, eh bien Jody avait déjà remarqué que la voiture de sa mère était toujours bien garée sur le parking. Elle avait alors été jusqu'à son appartement, avait sonné, mais déjà là, elle a su que quelque chose n'allait pas vu que personne n'est venu lui ouvrir. Alors je pense que Jody devait avoir un double des clés vu qu'au final elle a réussi à rentrer dans l'appartement. D'ailleurs une fois à l'intérieur, c'est là qu'elle a vraiment réalisé que quelque chose de grave était en train de se passer. Pour vous expliquer au mieux ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, je vais vous lire l'une des déclarations qu'elle a faites. Ma mère était très méticuleuse, donc quand je suis entrée dans son appartement, c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle ne laissait pas ses lumières allumées pendant la journée et ne partait pas. Le torchon était sorti, ses lunettes étaient posées sur le comptoir, on aurait dit qu'elle venait de sortir dans le couloir et qu'elle allait juste revenir. En gros, ce que Jody dit ici, c'est que l'appartement n'était pas rangé et que tout semblait être comme figé dans le temps. En soi, c'était comme si Hélène n'était pas très loin, or elle était introuvable. Ce qui est également assez étrange, c'est que en plus du fait que sa voiture a été retrouvée sur place, eh bien dans son appartement, il y avait aussi ses effets personnels. Il y avait toujours son manteau, ses chaussures, son sac à main, ses papiers d'identité, ses cartes de crédit et son argent liquide. Par contre, il y avait bel et bien une chose qui semblait manquer, c'était son trousseau de clés de son appartement. Ça donnait donc l'impression qu'Hélène était partie de chez elle, mais qu'elle comptait revenir très rapidement et surtout ne pas aller très loin. Au final, ça va aller assez vite pour comprendre qu'en fait, Hélène semblait être allée à la buanderie de son immeuble puisque ses vêtements avaient été retrouvés dans l'une des machines à laver. Ça expliquait donc pourquoi Hélène était partie sans aucune de ses affaires. On comprend ici qu'en fait, elle était juste dans son appartement occupée à vivre sa vie quotidienne et que juste elle était partie rechercher son linge à la buanderie, mais qu'elle n'est jamais revenue. Ça laissait donc penser que quelque chose lui était arrivé là-bas, donc à la buanderie. Évidemment, la police ne va pas tarder à être prévenue. Dans un premier temps, les enquêteurs vont penser qu'Hélène s'était simplement enfuie volontairement, peut-être même pour commencer une nouvelle vie ailleurs. En fait, à aucun moment, les policiers ont eu l'air d'envisager le fait qu'Hélène ait pu être victime d'un acte criminel. Et d'ailleurs, pendant les 2 premières semaines qui ont suivi la disparition d'Hélène, aucun policier ne s'est rendu à son appartement pour enquêter. Pourtant, Jody était sûre que sa mère ne s'était pas enfuie volontairement, ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, la veille de sa disparition, elle avait encore payé son loyer. Vous trouvez peut-être la situation bizarre, mais attendez, le pire reste à venir. Jody, qui ne recevait donc aucune aide de la police, a décidé de fouiller elle-même l'appartement de sa mère. Et c'est là qu'elle y a retrouvé pas mal de petites notes cachées un petit peu partout, des notes très énigmatiques. Elles étaient écrites à la main et Jody avait très vite reconnu l'écriture de sa mère. Alors, pour que vous puissiez comprendre à quel point ces notes étaient étranges, je vais vous en lire quelques-unes. Et voici la première. J'ai beaucoup à dire en privé à celui qui a ordonné ce miasme. Il m'aime, il ne m'aime pas, mais je suis ambivile. Je ne blâme donc pas les circonstances, je m'en prends généralement à moi-même. Sur une autre note encore, Hélène a écrit « Et Brian, se faire plaisir, une belle vie, Dieu, 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 oui, explique. » Donc je rappelle ici que Brian, c'est son petit ami, son futur mari. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs notes qui parlent de lui, en voici une deuxième. « Mon envie, Brian, mais j'aime ma façon de penser. Désolée, ouvre la porte, la lumière. Trop vite ?
Elle semble également à un moment donné parler de son alcoolisme et a noté « Je t'aime, ne bois jamais Hélène, n'arrête jamais de boire ». Ou encore « De quoi as-tu besoin? Je t'aime, s'il te plaît, aide-moi, je ne boirai pas, je ne boirai pas, je t'aime, montre-moi comment faire, s'il te plaît ». Et puis aussi, dans l'une de ses notes, elle parle d'un homme qui s'appelle Bob, et Bob, c'était l'une de ses connaissances qui était décédée en 1989, c'est-à-dire un an avant sa propre disparition à elle. Elle a donc écrit « Est-ce que je suis bon? Non, je te pardonne toi aussi quoi? Je m'en soucie, Bob. » Donc voilà, ces notes étaient réellement étranges et ne semblaient pas vouloir dire grand-chose. Suite à ça, Jody avait continué à fouiller l'appartement de sa maman et avait fait une autre découverte assez étrange. Elle y avait découvert plusieurs livres sur la chimiothérapie. Sa mère n'avait, de ce qu'elle savait, aucun cancer, mais ça l'a tout de même emmené à se demander si Hélène ne lui cachait pas qu'elle était malade. Peut-être qu'on lui avait appris récemment qu'elle avait un cancer et qu'elle n'avait pas voulu inquiéter ses enfants et sa famille, c'est une possibilité. En tout cas, après ça, Jody va encore une fois continuer la fouille et là, elle va tomber sur une nouvelle note avec dessus un numéro de téléphone. Il s'agissait d'un numéro de service local de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Jody avait alors vérifié les derniers numéros appelés sur le téléphone de sa mère et c'est là qu'elle va découvrir que dans les heures précédant sa disparition, elle avait appelé 4 ou 5 fois ce numéro. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi elle les avait appelés, mais tout de même, Hélène n'allait pas bien, elle avait beaucoup de problèmes de santé mentale, donc ça ne paraissait pas totalement dingue qu'elle ait décidé d'appeler à l'aide. Mais à présent, parlons tout de même de Brian, le petit ami d'Hélène. Juste après avoir constaté la disparition de sa mère, eh bien Jody avait décidé de l'appeler et elle espérait qu'il en sache peut-être un peu plus sur ce qui était arrivé à Hélène. Jody s'est donc rendue directement au domicile de Brian et lorsqu'elle l'a vu, eh bien Brian avait un ton assez détendu et il lui a expliqué que la dernière fois qu'il avait eu des nouvelles d'Hélène, c'était il y a quelques jours qu'il lui avait parlé par téléphone, mais que depuis, eh bien lui non plus n'avait eu aucune nouvelle. Mais ce qui est assez étrange ici, c'est que en soi, il était détendu, il avait pas l'air inquiet, il avait répondu aux questions de Jody, mais il cherchait pas vraiment à en savoir plus. Alors que quand même, sa future femme, sa petite copine, avait disparu. Quelques jours plus tard, Brian avait finalement été interrogé par la police et cette fois, il avait quand même semblé plus inquiet. Il avait également expliqué qu'il s'était rendu à l'appartement d'Hélène 3 jours avant qu'on remarque sa disparition, soit le 30 novembre, et il dira qu'il y était resté à peu près 40 minutes et qu'il était reparti à 20h30. Mais attendez, parce que juste après ça, il va inexplicablement changer sa version des faits. En fait, il a fini par dire à la police que la nuit du 30 novembre au 1er décembre, il avait en réalité dormi chez Hélène et qu'il était ensuite reparti le lendemain matin. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il dira qu'en partant, il avait retrouvé une note sur l'interphone d'Hélène à l'entrée du bâtiment. Brian va donc expliquer qu'il avait pris la note, qu'il était remonté jusqu'à l'appartement d'Hélène pour la lui donner, mais qu'à ce moment-là, Hélène n'était déjà plus dans son appartement. Il l'avait alors cherchée et l'avait finalement retrouvée dans la buanderie en train de faire son linge. Il lui avait donné la note et puis il était reparti. Par contre, Brian dira qu'à ce moment-là, il s'était rendu compte qu'Hélène était un petit peu bizarre, qu'elle avait un état un petit peu différent. En tout cas, sur le moment, ça n'a pas semblé l'inquiéter plus que ça, puisque Brian était reparti. Néanmoins, il dira à la police que un petit peu plus tard dans la journée, et donc pour être sûr qu'Hélène allait bien, il avait décidé de l'appeler. Malheureusement, il n'avait pas réussi à la joindre, et c'est là que, paraît-il, il avait totalement paniqué. Il avait alors appelé la police, mais bizarrement, il n'existe strictement aucune trace de son soi-disant appel au commissariat. Tout comme d'ailleurs, je le précise, il n'existe aucune trace de cette note que Brian aurait trouvée sur l'interphone d'Hélène. Par contre, et ça c'est quand même important de le préciser, il faut savoir qu'en fouillant dans les appels que Brian avait passés, la police a tout de même fini par retrouver la trace d'un appel que Brian avait bel et bien passé au commissariat.
Par contre, l'appel datait de plusieurs jours après que la disparition d'Hélène ait été déclarée. Dans cet appel, Brian avait alors suggéré aux policiers de chercher après le corps d'Hélène sous un pont voisin, en sous-entendant par là qu'elle aurait pu y mettre fin à ses jours. La zone avait alors été fouillée, mais au final, la police n'y avait trouvé strictement aucun signe d'Hélène. Mais bon, avec tout ça, Brian semblait vraiment suspect, et au final, les policiers ont décidé de lui faire passer le test du polygraphe, donc en gros le détecteur de mensonges, et là, à la surprise de tous, Brian a réussi le test. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il n'y avait pas de preuves concrètes montrant qu'il aurait pu faire du mal à Hélène, et donc Brian n'a jamais été arrêté. En tout cas, par la suite, la police a emmené des chiens pisteurs dans le complexe d'appartements d'Hélène pour essayer de retrouver sa trace, mais malheureusement, les chiens n'ont pas pu détecter son odeur, que ce soit dans la buanderie, dans les couloirs de son immeuble ou même dans la petite zone boisée à côté de chez elle. Alors, j'imagine que vous vous demandez s'il y avait des caméras de surveillance dans cette fameuse buanderie. À l'intérieur même de la buanderie, je vous le dis direct, il n'y en avait pas. Par contre, il y avait des caméras dans l'ascenseur de l'immeuble et c'est là que les choses deviennent encore une fois un peu plus mystérieuses. En regardant les images de vidéosurveillance du 1er décembre, la police a constaté qu'on pouvait y voir Hélène dans l'ascenseur de son immeuble en train de se diriger vers la buanderie. Le problème ici, c'est que si d'un côté on la voit effectivement prendre l'ascenseur, le quitter et se diriger vers la buanderie, elle n'a par contre jamais été filmée en train de remonter à son appartement ou même de sortir de son complexe d'appartements. Ça, c'est l'un des points les plus bizarres de l'enquête. La police a alors fouillé chaque recoin de la buanderie et au bout d'un moment, c'est vrai qu'ils ont trouvé un endroit par lequel on pouvait sortir autre que par la porte d'entrée. Il s'agissait en fait du vide à ordures qui mène ensuite au compacteur à déchets qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Alors sachant ça, Jody, la fille d'Hélène, a eu sa propre théorie sur ce qu'il avait bien pu se passer. Il est possible qu'une altercation entre Hélène et une tierce personne ait eu lieu dans la buanderie, qu'Hélène en soit décédée et que par la suite, l'assassin ait jeté son corps dans le vide à ordures. Malheureusement, comme les policiers n'avaient pas pris l'affaire au sérieux assez tôt, le vide à ordures et la buanderie n'ont jamais été traités comme des scènes de crime. De plus, la police scientifique n'y a jamais fait de relevé d'empreintes ou quoi que ce soit d'autre, donc on n'a aucune preuve matérielle qui peut réellement appuyer cette théorie. Personnellement, je me suis demandé si sur les caméras de surveillance, on avait pu avoir plus d'informations sur qui était entré dans le bâtiment et à quelle heure. Ça aurait clairement pu donner une première liste de suspects potentiels à la police, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé sur ça. Donc j'imagine que soit cette recherche n'a pas été faite, on n'a pas vraiment regardé qui était rentré dans l'immeuble et à quelle heure, etc. Soit ça a été fait, mais rien n'a été trouvé. Je sais pas. J'imagine bien que pour vous, cette histoire doit paraître extrêmement étrange, et pour la famille, ça devait être bien pire. Cette affaire est tellement mystérieuse, et si on résume, il y a déjà le fait qu'Hélène ait parlé de sa potentielle mort à l'une de ses collègues, et puis on a les notes étranges retrouvées dans son appartement, sans parler de la version des faits changeante de Brian, et pour terminer, cette histoire de caméra de surveillance qui la montre entrer dans une pièce mais jamais en ressortir. La sœur d'Hélène était d'ailleurs totalement désespérée de connaître un jour la vérité, et a alors décidé en dernier recours de se tourner vers des médiums. Elle a demandé aux enquêteurs s'ils pouvaient travailler avec 2 médiums avec qui elle avait pris contact et ils ont accepté. Les médiums leur avaient alors demandé de fouiller plusieurs zones dans l'Ohio où selon eux le corps d'Hélène pouvait y être retrouvé, mais au final toutes ces recherches n'ont mené à rien. Au final, en raison du manque significatif de preuves dans l'affaire, le dossier sur la disparition d'Hélène a finalement été classé sans suite jusqu'en 2011 où il a finalement été réouvert par de nouveaux enquêteurs. Pour ces enquêteurs, l'un des suspects principaux était sans aucun doute Brian
Brian, donc le petit ami, futur mari d'Hélène. Ils ont d'ailleurs remarqué dans le dossier qu'au moment des faits, il avait refusé de signer sa propre déclaration et avait même par la suite totalement refusé de coopérer à l'enquête. Donc en gros, il s'était totalement retiré et n'avait rien voulu dire de plus. Malheureusement aujourd'hui, Brian est décédé, donc on ne pourra jamais lui poser davantage de questions. Et je me dis personnellement qu'il est fort possible qu'il ait emmené avec lui toutes les réponses par rapport à cette affaire. Mis à part ça, la maman d'Hélène, qui s'appelle Irene Stephans, a depuis offert une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de retrouver sa fille ou de savoir ce qu'il s'est réellement passé. De plus, aujourd'hui, la famille a ouvert une page Facebook consacrée à l'affaire pour être sûr que personne ne l'oublie jamais et que l'espoir de la retrouver persiste. Pour terminer, je vais vous lire l'une des déclarations de Jody, la fille d'Hélène, qui s'est exprimée par rapport à tout ce qu'elle a vécu. « Je me considère comme une personne forte, mais ne pas savoir est dévastateur. Il est difficile de continuer à vivre une vie normale quand on ressent cette horrible anxiété. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. J'espère pour la famille qu'on apprendra un jour ce qu'il s'est passé. Ça fait à présent plus de 30 ans qu'Hélène a disparu. Est-ce qu'elle a recommencé une nouvelle vie ailleurs? Est-ce qu'elle a mis fin à ses jours? Est-ce qu'il s'agit d'un acte criminel? On ne sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories par rapport à cette affaire. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!